Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Messieurs, on va terminer très rapidement sur Paris Saint-Germain puisque nous sommes particulièrement en retard. Je voudrais simplement qu'on parle de la fin de la saison pour le Paris Saint-Germain à la lumière du match d'hier. Comment vous avez trouvé le match d'ailleurs hier ? En quelques mots ? Rien, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus ? Ils sont en décompression, c'est plutôt classique, voilà. Non mais la saison est terminée, voilà, il reste la Coupe de France. Je pense que le championnat. Lucas, est-ce que tu penses que ça va avoir un impact sur la manière dont les joueurs parisiens vont préparer cette finale de Coupe de France qui se jouera pas. À Villeneuve-d'Ascq? Je sais pas, j'espère pas. J'espère que les mecs sont pas en vacances, que les mecs sont pas. Enfin, je sais pas, c'était un peu triste quand même hier ce qui s'est passé. Et pour le coup, j'ai l'impression que si t'enlèves Mbappé, il y avait pas grand monde. Enfin, beaucoup de gens étaient un peu aux fraises quand même. C'est ça un peu ce qui alerte un petit peu, c'est que lorsque les titulaires ne sont pas là, l'équipe B. C'est même C hier. Voire C, en tout cas des très jeunes, n'est pas au niveau. Contre Toulouse, qui n'est pas non plus un grand d'Europe. Alors oui, Toulousain, pardon. Alors c'est dont mon ami Benjamin. Alors c'est pas un grand d'Europe, mais ils font une très bonne deuxième partie de saison. Je pense que l'arrivée d'Yann Bo, qui est un très bon joueur, qui est formé à Rennes, qui était au Cercle de Bruges, qui a vraiment dynamisé. Je pense qu'ils ont des bons joueurs. Ils ont Taj Dalinga. Je pense que Marian Martinez-Novel commence à imposer sa patte. Mais oui, non, c'est un match que le PSG devait gagner. Mais je pense qu'entre le turnover, la charge émotionnelle, le changement de gardien, un adversaire en forme, la Coupe de France, la finale de la Coupe de France à jouer, c'est quand même beaucoup d'ingrédients pour un résultat relativement surprenant. On a beaucoup parlé des attaquants depuis le début de l'émission. Sur le plan défensif, ce qu'on a vu est assez inquiétant. Barcola et Skriniar, de toute façon, on n'a pas attendu hier pour savoir que c'est pas au niveau même de la Ligue 1. Hein. Donc, Skriniar, c'est l'une des grandes déceptions de la saison. Surtout avec le mercato. C'est un joueur en fait qui est performant en bloc médian, bloc bas, et qui a été recruté pour jouer avec Luis Enrique, qui veut avoir un bloc haut, récupérer rapidement et relancer. Donc, je pense que c'est un recrutement d'opportunité qui s'est avéré ne pas du tout en fait fitter dans le schéma de Luis Enrique. On va écouter la réaction de Ousmane Dembélé juste après le match. C'est toujours rageant, même si on est champion, de perdre comme ça devant son public et lors du dernier match. Et je pense que même si on est champion, on doit se remettre en question de ces défaites. On doit pas perdre comme ça à domicile, même si, comme je le dis, on est champion. Voilà, il nous reste la finale de la Coupe, il nous reste Nice, un gros du championnat à jouer. Et quoi qu'il arrive, que ce soit match amical ou match de championnat ou finale de Champions League, on doit se donner à 100% à chaque match et montrer un bon visage du Paris Saint-Germain. Lucas, est-ce que tu penses, donc c'est le Dembélé qui était au micro de Prime Video, est-ce que tu penses que Dembélé pourrait être le joueur autour duquel va être construit l'effectif à la saison prochaine par les Paris Saint-Germain ? Je ne sais pas, j'aimerais bien que Dembélé soit comme tout le monde dans cette équipe et progresse en fait. Moi j'ai l'impression que y a un truc un peu, tout le monde a tressé une couronne de laurier à Luis Enrique cette année. Je fais pas partie de ces gens-là. Et je pense que la marge de progression de toute cette équipe est énorme, en fait. Son repositionnement dans l'axe, t'as paru un choix ouais, important. Parce que c'est le genre de joueur qui peut te faire frissonner, qui fait des différences, qui a besoin de liberté. Enfin, tout ce qu'on dit toujours sur lui, et c'est vrai, mais je sais pas, le foot professionnel est une affaire de professionnel, et à un moment donné, on n'est pas dans une cour de récré, donc faut que faut que quand tu sois tout seul devant le but et que tu frappes, tu marques en fait. Il manque de stats. Il manque de réalisme en fait. Je suis pas un buté de statistiques, mais t'as quand même 2-3 trucs qui semblent inratables qui ratent. Et à un moment donné, je sais pas, c'est du foot pro quoi. Donc faut plus les rater ces trucs-là si tu veux franchir un palier. Enfin c'est ce que dit Mbappé. Hein, quand t'es excellent, tu tires pas sur le poteau, tu tires dedans en fait. Donc Dembélé il fait partie de ces gens-là. C'est super hein, les joueurs highlights, mais à un moment donné fait des passes décisives et puis il marque des buts. Enfin moi je suis un peu de ce truc-là. C'est un peu débile ce que je dis, mais je pense ça profondément quoi. David et Benjamin sur j'espère Dembélé. que c'est un joueur qui va prendre plus de responsabilités l'année prochaine. C'est un joueur qui est français, francilien, qu'on attendait à Paris depuis un moment, qui je trouve a fait une saison franchement pareil, on lui a beaucoup tapé dessus. C'est quand même un joueur qui côté droit crée des décalages, dès qu'il touche le ballon il peut se passer quelque chose. Alors après oui il y a du déchet, il y a eu des buts quand même décisifs cette année, aller-retour à Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions, c'est quand même pas rien. Ouais non c'est pas rien. Donc il progresse quand même, je trouve, pour reprendre ton terme, et j'espère que là, avec le départ de Mbappé, lui, encore une fois, étant francilien, étant attendu à Paris depuis un moment, va prendre toute sa place, j'espère. Et quand il parle, d'ailleurs, il est assez... c'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui est intelligent, qui a du recul sur les choses.
J'espère qu'il va prendre en confiance et en place. David? J'espère, moi, au contraire, j'espère qu'il va pas du tout en fait prendre en responsabilité. J'espère que ça va rester le soliste génial et le factoriste génial Faut pas transformer qu'il sait Dembélé. être. Mais non, mais il faut absolument pas le transformer. C'est un super équipier. C'est un joueur ultra déstabilisant. C'est un joueur, comme tu l'as très justement dit, à qui on doit laisser beaucoup de liberté. Non. Pas du tout le responsabiliser. De responsabiliser dans sa performance individuelle, dans sa façon de se fondre dans le collectif. Mais non. Pas de responsabilité managériale, pas de brassard. Pas de brassard, pas de projet construit autour de lui. Pas de projet construit autour de lui. Non, mais il peut un peu plus s'affirmer dans le club parisien comme un leader, tu vois. C'est ça que je veux dire, rien de plus. Même pas comme un leader. Qui reste le facteur X génial qu'il a su être. Dans cette position ou dans une autre. Mais vraiment, c'est un joueur qui doit garder qui est ultra déstabilisant. Qui finit mal, mais qui crée énormément. D'ailleurs, c'est le meilleur passeur du championnat. Je crois que c'est au niveau, je sais pas non plus, pour reprendre ton expression, un buté de stats, mais je crois que celui qui crée le plus d'occasions de but dans le championnat. Donc, plaçons-le près du but, que ce soit au centre ou dans l'axe, donnons-lui la liberté. Mais non, pas de création autour, pas de poids supplémentaire sur les épaules. Mais autour de personne, pour reprendre ton expression, créer autour de lui, ne créons pas le club autour de quelqu'un, continuons à construire le collectif. Un des leaders techniques à la place d'Mbappé. Je répète ce que je viens de dire. Lucas, est-ce que, pour revenir au nouveau numéro de SoFoot consacré à ces footballeurs originaires d'Île-de-France, est-ce qu'il est difficile pour un joueur francilien de s'imposer dans le grand club de la capitale, à savoir le Paris Saint-Germain, qu'il s'agisse de Mbappé, de Dembélé ou dans le passé de Peter Luxin par exemple Alors Peter Luxin n'est pas Marseillien, il est marseillais. Là, je pensais à Peter Luxin, à Anelka. Il est de jouer les tours. Historiquement, oui, ça a été compliqué. Ça l'est un peu moins aujourd'hui, puisque le PSG se rend compte aujourd'hui que il est assis sur un bassin de population qui est monstrueux et qui est donc le plus grand producteur mondial de footballeurs. Ouais. Donc ça a été, le PSG a longtemps un peu eu du mal à faire confiance à ces Titi en disant ils sont pas prêts, en disant ci, en disant ça. Je pense qu'il est temps, c'est ce que le PSG en fait assez régulièrement essaye de placer des franciliens aussi pour que le bassin de population s'identifie à son club. Moi j'espère que... Si vous vous rappelez qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont d'abord passés par la Bundesliga, avant d'arriver en Ligue 1. En fait, il y en a trop, de toute façon. En fait, le PSG pourrait faire comme Bilbao et le PSG pourrait, sans trop de difficultés, jouer avec que des franciliens et avoir une équipe ultra compétitive. Il se trouve que Paris étant Paris, on a besoin de stars. Enfin, il faut un équilibre. C'est Alain Kézak qui dit ça dans ce numéro. En fait, pour que le PSG fonctionne, il faut un tiers de mecs formés au club, un tiers de très bons joueurs qui ne soient pas formés au club et un tiers de stars. Grosso modo, c'est un peu l'ingrédient qui donne. C'est l'ADN historique du PSG, d'ailleurs. Ouais, c'est un peu l'ADN historique du PSG. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Après, c'est compliqué. On voit Kolo Muani cette année. Donc, lui, il n'est pas formé au club, etc. Mais il revient là. Donc, il dit, tu as l'impression que... c'est trop de pression pour lui d'être là. Alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'on ait mis 90 millions sur son dos. Je ne sais pas si c'est les expectatives liées à son entrée en finale de Coupe du Monde. Je ne sais pas si c'est sa fin de saison à Francfort. Mais j'ai l'impression qu'il s'est complètement évaporé dans la nature. Je ne sais pas s'il a besoin d'aller voir un psy, s'il a besoin de bosser, si ou si ça. Mais est-ce qu'il y a un truc aussi, c'est qu'effectivement, il y a une pression autour de ce club qui est peut-être équivalente à Marseille, mais qu'on n'a pas dans d'autres clubs français en fait. Donc c'est compliqué, je pense, de gérer tout ça, un espèce d'équilibre qui peut détruire aussi des gens. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Ça se trouve on va voir Ekitike, sans doute que l'an prochain il va cartonner parce qu'il y avait trop de trucs autour de lui, trop d'attentes. C'est un club aussi, le PSG, un club qui peut bouffer des joueurs, qui peut te bouffer le cerveau, qui peut te bouffer le mental et qui peut te faire perdre tous tes moyens. C'est ça qui est super compliqué aussi. Cette touch Île-de-France, on la retrouve et l'équipe de France en profite aussi. L'équipe de France, parlait tout à l'heure en antenne de Thierry Tussaud. En 1984, il y avait un francilien dans l'équipe de France championne d'Europe, c'était ce bon vieux Thierry Tussaud. Aujourd'hui, auquel vous consacrez un article. Auquel justement, super article. On est allé le voir. Ça c'est quoi d'être le seul francilien de l'époque. Et en plus, c'est un francilien pas des grands ensembles, c'est un francilien de l'Île-de-France un peu rurale. Pavillon, c'est un mec de Noisy-le-Sec, je crois. Exactement. Un mec de Pavillon de Noisy-le-Sec. Mais Noisy-le-Sec, il y a 30 ans. Ouais, même plus. Ouais. Donc, aujourd'hui, la majorité des joueurs de l'équipe de France sont franciliens, en fait. J'ai plus le chiffre en tête, mais sur la dernière Coupe du Monde, on pourrait retrouver facilement, mais il y en a une bonne dizaine, quoi. Donc, l'Île-de-France, de toute façon, c'est pas compliqué. Il y a des franciliens absolument partout, quoi. Donc,
factuellement en équipe Et de ça a un France, il y en impact sur plus. la gestion des champs, des joueurs qui se connaissent, qui sont peut-être fréquentés dans les centres de formation, notamment Clairefontaine. Bah ça, l'Île-de-France est très grand aussi, donc ils se connaissent pas tous. Ils n'ont pas tous été formés dans les mêmes clubs. Ils ont peut-être joué ensemble, mais ils sont pas tous de la même génération. Ça, je sais pas dans quelle mesure ça a un impact sur le jeu de l'équipe de France ou pas quoi. Mais en tout cas, oui, il y a une majorité, c'est certain. David, c'est le plus grand laboratoire de joueurs professionnels du monde, l'Île-de-France. Absolument. Juste après Londres, enfin South London. Devant maintenant. Enfin juste avant Londres et avant Sao Paulo au Brésil. Sao Paulo. Mais hier, c'est ça que j'étais en train de vérifier. Arsenal Manchester, t'as 2 joueurs en fait qui sont issus de l'Île-de-France. T'as Saliba et Camboila d'un côté. À la CAN, c'était encore plus frappant. Une grande partie maintenant avec la binationalité des effectifs de la CAN qui sont composés de joueurs qui ont grandi en Île-de-France. Et là où c'est très très intéressant ce que tu disais, c'est que les titis, ça doit plus être une variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'on doit regarder ce réservoir et se dire si on n'a personne sur cette tranche d'âge à côté, là on va recruter. Mais priorité à notre identité, priorité aux joueurs franciliens et priorité à nos titis. Et ça n'a pas toujours marché au Paris Saint-Germain. Au début des années 2000, on parlait d'Alma, Luxin, Anelka surtout. Puis là, avec Dembélé. Mais là, ils ont eu. Mais ça n'a pas forcément marché. Mais là, ils ont eu. Et c'est par négligence que ces joueurs sont partis. Et c'est même pas forcément des grands joueurs, mais faire jouer, aligner des joueurs de ton centre, non seulement ça te donne une identité, mais en plus, financièrement, ça te permet de pas recruter de dépenser de l'argent pour des remplaçants. Il y a eu du Nkunku, il y a eu du Kingsley Coman, il y a eu du Adrien Rabiot, il y a eu du Moussa Diaby, il y a eu du Alphonse Areola, Mike Maignan, Dan Axel Zagadou. C'est des joueurs qui auraient pu s'inscrire dans la rotation. Tous ces joueurs-là, ils auraient pu s'inscrire dans la rotation. Kouassi qui a disparu aussi d'ailleurs. Tanguy Kouassi, mais qu'on aurait pu garder en 3e, 4e défenseur au lieu d'aller chercher mais est-ce qu'ils ne sont pas trop friables, trop jeunes pour affronter la pression du Paris Saint-Germain? Mais c'est quoi la pression? C'est peut-être l'exemple de. Mais c'est quoi la pression du Paris Saint-Germain? Les mecs, attends, au Bayern, il n'y a pas la pression. À Séville, il n'y a pas la pression. À Arsenal, il n'y a pas la pression. Non, mais c'est sûr à Dortmund, il n'y a pas la pression. C'est sûr que quand tu viens de là, c'est différent. Tu as tous tes potes, toute ta famille qui sont dans le stade. Il y a des attentes très particulières. Le seul souci, c'est maintenant, malheureusement, et ça reste un épisode très rare, c'est l'entourage et les histoires de Pogba, de Kanté qu'on a pu voir. Et quand on est prophète en son pays, on est peut-être encore plus à portée de main de tentations ou de personnes qui sont pas très bien intentionnées. Donc ça, je peux l'entendre. Ce qui me fait penser à ce que tu dis à Areola qui, au PSG, il a eu le parcours qu'on connaît et en Angleterre, il s'éclate. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs gardiens du championnat anglais. Mais à Paris, c'était impossible pour lui. Il est parti, il est revenu, il est parti, il est revenu. C'était impossible pour lui de garder la cage du Paris Saint-Germain. Sur cette partie. Le point commun entre Londres et la banlieue parisienne, c'est ce qu'à Londres ils appellent le cage football, c'est-à-dire que c'est le football de rue. Et c'est ça qui est magnifique en fait dans votre numéro, c'est que on revient aux racines originelles du football, à la débrouille, à la liberté, à l'esprit d'initiative, à l'esprit de fraternité. Et moi, honnêtement, votre numéro, je l'ai trouvé très émouvant parce que c'est un grand paradoxe. On voit que c'est des gens, ces jeunes qui jouent au foot en Île-de-France, ils ne jouent que pour le plaisir, mais pour atteindre en fait un milieu qui est complètement dépourvu de plaisir, qui est ultra professionnalisé. Mais vous avez... Et je vais vous faire vraiment un compliment. Vous avez magnifiquement décrit le vivier parisien. C'est dans toutes ses facettes. C'est absolument. Il est remarquable votre c'est très gentil, merci beaucoup. numéro. Allez, on enchaîne.